Ravi de vous retrouver sur le plateau télé du Salon du Cheval de Paris, édition 2025, en plein cœur du hall numéro 6. Et on va avoir le plaisir maintenant d'accueillir quatre cartes marques présentes sur ce Salon du Cheval. Des marques Made in France. Et oui, puisque c'est le thème de ce tour de table, de cette table ronde. Merci en tout cas à vous quatre d'être parmi nous pour cette table ronde. Première question, moi j'ai envie d'en savoir plus sur vos quatre marques. J'en connais une particulièrement parce que je crois que j'ai fait sa première interview, c'est Volt, mais ça, on va pas le dire. Mais j'ai envie que vous puissiez nous présenter vos entreprises. Et on va commencer par Hybrid, qu'on voit de plus en plus sur les salons. Alors, Hybrid. Donc, Hybrid, en fait, c'est une gamme de mors qui permet de régler la flexibilité et l'amorti de son mors. Donc, c'est une gamme de mors qui est brevetée, qui est entièrement conçue en France et qui, du coup, est utilisée par beaucoup de cavaliers. On les a vus aux Jeux Olympiques auprès de cavaliers comme Karim Lagouag ou Nicolas Touzin. Voilà. Donc, je passe le relais à mon collègue. Ride Up, Yann. Oui. Alors, Ride Up, ce sont des étriers, principalement des étriers confort-sécurité, commercialisés et fabriqués intégralement et assemblés intégralement en France. Voilà, une marque française relativement jeune, puisqu'on a 7 ans de commercialisation de produits. J'en profite, Clémence, parce que tu as le micro. Volt, marque de vêtements, d'équitation, mais aussi lifestyle. C'est ça. Et du coup, c'est marrant d'être là 5 ans après parce qu'il y a 5 ans, au bout de 4 mois de lancement de la marque, tu m'avais effectivement fait une première interview. On n'avait pas grand-chose à raconter. Aujourd'hui, au bout de 5 ans, c'est toujours une marque de vêtements fabriquée en France. Pour les cavaliers, les citadins, on a développé pas mal de produits techniques. Donc voilà, et on est ravis d'être là à Paris. Et l'amortisseur orange. Et oui, l'amortisseur orange, c'est encore une plus jeune entreprise puisque nous, on a 1 an. L'idée, c'est d'utiliser des technologies innovantes et notamment du D3O, qui est un matériau qui réagit aux impacts et qui dissipe les ondes de choc sur toute sa surface pour protéger le dos du cheval. Et donc, notre premier produit était un amortisseur simple. On a sorti là à Equitalion une version à cale de notre amortisseur qui est sélectionné d'ailleurs au Trophée de l'innovation et donc aussi conçu et fabriqué en France. Alors, je vais me permettre de rester avec vous. Moi, ma première question, elle est toute simple pour cette table ronde qui vous concerne tous les quatre. Pourquoi avoir fait le choix du Made in France? Et surtout, est-ce que c'était dans votre stratégie depuis le début, la création de la marque? Oui, nous, c'était vraiment dans le cahier des charges initial. On avait décidé de lancer ce projet seulement si on arrivait à le fabriquer en France. Tout simplement une question de philosophie pour valoriser l'emploi en France. Nous, pareil, pour Hybrid, c'était vraiment un choix à l'origine de la création. Le plus dur, en fait, pour nous, c'était de partir d'une idée et de passer à la création. Et pour la création, on a 2 choix. Soit choisir d'avoir un coût de production peu cher, mais très loin de chez soi et donc très loin de la maîtrise du process de fabrication. Ou alors, le deuxième choix, c'est de faire chez soi, à côté de chez soi, et du coup de maîtriser son process de fabrication et sur un produit qui est technique. Et je pense qu'on a des produits qui sont assez techniques. Donc du coup le choix d'Hybrid, et je pense qu'on se rejoint beaucoup là-dessus, c'était de pouvoir en fait être très réactif sur le process de fabrication. Et le Made in France, il va permettre de payer la valeur du travail, mais par contre il va aussi permettre de pouvoir être très réactif sur tout ce qu'on va pouvoir penser, créer, et du coup en fait ça va permettre d'être vraiment proche en fait de... Le retour au circuit court, en fait, finalement. Oui, mais c'est pas alors le circuit court, il y a un enjeu environnemental, économique, social, mais il y a aussi un enjeu technique derrière. C'est-à-dire que en fin de compte, je pense qu'au-delà d'être dans un circuit qui va à perte et qui du coup n'est pas bon pour notre environnement et pour des enjeux économiques et sociaux, le fait de pouvoir produire à côté de chez soi, ça nous permet de maîtriser. Mais je pense que Moi, je veux bien rebondir sur ce que tu dis. En fait, quand on innove avec des partenaires, c'est-à-dire qu'en fait, l'innovation, elle passe beaucoup par la production. Et quand on lance des nouveaux produits, on a besoin d'accompagner le développement au démarrage avec des gens qui sont proches, mais géographiquement proches. Et en fait, cette proximité géographique, elle permet d'aller faire des allers-retours. Alors, en l'occurrence, chez Hybrid comme chez nous, c'est des injecteurs
ou des partenaires qui font de l'assemblage de produits. Et c'est dans le détail que se trouve l'innovation. Et ce détail, on l'a que physiquement quand on touche les produits. Quand on est des industriels, on a besoin de toucher les produits. Et qu'ils soient à proximité immédiate, c'est indispensable. Donc on démarre avec des fabricants français, mais l'idée, si on peut évidemment que si on peut garder ces partenaires avec lesquels on a innové et qu'on a fait les premières pré-séries, en fait, on les conserve. Et aujourd'hui, dans notre monde où on a la possibilité, dans le monde de l'équitation, d'avoir des prix sur les produits à valeur ajoutée que nous vendons tous les 4, des prix un peu que les gens sont prêts à mettre, et ben on garde les marges et donc on peut se permettre de produire en France. Alors bien sûr qu'on travaille sur les coûts, bien sûr qu'on travaille sur beaucoup de sujets, mais on peut produire en France et accompagner l'innovation avec nos partenaires qui sont nos sous-traitants. Voilà. Clémence, on a évoqué plein de raisons. Je peux te laisser peut-être reprendre l'autre micro. Est-ce que tu peux nous réexpliquer, toi, les motivations qui ont fait que dès le début, tu as souhaité faire du Made in France? Alors nous, donc, pour les 4 marques, on est la première qui n'a pas d'innovation, de rôle technologique. On n'a pas inventé un nouveau vêtement qui fait mieux monter à cheval. Pas du tout, c'est vraiment du textile classique. Et donc, j'ai vraiment trouvé dès le début que ça n'avait aucun sens de faire ce que les gens font déjà. Et donc là, je me démarque vraiment de par la fabrication française parce qu'on est réellement et concrètement les seuls, je ne veux pas le dire trop fort, les seuls à vraiment fabriquer de A à Z en France. C'est pour nous déjà la première chose qui nous démarque des autres. Je rebondis vraiment sur beaucoup de choses comme vous. Il était clair et net depuis le début, nous dans le cahier des charges, que si on ne pouvait pas continuer avec les ateliers qu'on avait en France, l'aventure s'arrêtait là et Volt n'aurait même pas vu le jour. Alors ça n'a pas été évident et peut-être qu'on l'abordera après, les contraintes qui sont quand même bien présentes. Et bien évidemment, le prix est aussi, je pense, un élément très important, en tout cas dans la construction du projet, puisque dès le début, on sait qu'on va se heurter à quelques idées reçues, qui ne sont pas forcément vraies d'ailleurs. Et donc, dans la création de son projet, je pense que c'est très important de le prendre en cause dès le début. Parce qu'on sait qu'il ne faut pas aller sur un terrain miné, tout simplement, faire très attention de là où on emmène son projet. Et en le faisant en France, le prix, Ouais. on le sait d'avance. Toi, je sais que ça tenait à cœur aussi dans le milieu du textile de faire travailler aussi cette industrie textile française. Ça tenait vraiment à cœur. Oui, complètement. Et je suis vraiment fière de pas simplement dire qu'on fabrique dans un atelier français, mais un atelier au-delà. Moi, je connais leurs prénoms, je connais leurs noms, je sais qui ils sont, combien ils ont d'enfants, leur passif. Et là, c'est un atelier 100% alors pas 100%, 50% de couturières classiques, dont c'est le métier, qui sont diplômés, et 50% où c'est des personnes qui sont en reconversion, mais qui ont des profils complètement aléatoires. La personne qui fabrique les moumoutes que j'ai sur moi, elle sort de prison. Et en fait, c'est une reconversion, c'est une nouvelle vie. Et je suis très contente de pouvoir offrir ce nouveau parcours à toutes ces femmes et hommes qui peuvent du coup créer les produits Volt. C'est très important. L'histoire, elle est pas, c'est pas juste du storytelling. Quand on achète un vêtement chez Volt, on donne de l'argent directement à ces gens qui sont payés de la bonne manière. Alors, parlons de ce choix, mais aussi parlons des contraintes, des défis de produire en France. Tu le disais, Clémence, il y a beaucoup de défis. Faire produire en France, évidemment, les salaires, on le sait, ça coûte très cher. C'est un des défis. Quels sont les défis que vous avez rencontrés, vous, dans vos entreprises, en faisant le choix du Made in France? Je réponds très vite et après je vous laisse la main. Moi, ça a été très simple, c'est le prix des salaires en France. La masse salariale. La masse salariale, c'est impressionnant et dans le textile, c'est pour ça que je pense que je suis l'une des seules. C'est vraiment énorme et c'est directement le prix de la production du produit directement. Les matières, moi, il n'y a pas de coton en France, donc c'est même pas un sujet. En revanche, ce qui me coûte cher, c'est de fabriquer et en fabriquant en France dans de bonnes conditions, ça a tout de suite été vraiment le premier frein. Le deuxième, je dirais que ça a été de créer sa marque à 22 ans en étant une femme. Tout simplement. Pour moi, je pense que c'était les 2 plus gros freins et je vais leur laisser le micro. Pour l'amortisseur Orange, quels ont été les défis concrètement de ce Made in France? Donc le coût de production et le coût de la main-d'œuvre gonflent réellement le coût de production. Donc ça c'est le premier élément où effectivement il a été important de faire un calcul vraiment poussé pour arriver à garder un prix final client qui soit cohérent et qui puisse rester accessible tout en ayant un coût de production qui est plus élevé que si on l'avait fait ailleurs.
Après, nous, on a décidé pour ça de créer un circuit distribution qui est différent, puisqu'on ne distribue pas en sellerie. On distribue ou en direct et par l'intermédiaire de revendeurs saddle fitter qui ne sont pas rémunérés de la même façon que des selleries qui prendraient une marge trop importante pour qu'on puisse garder notre client tel qu'il est. Yann, pour Ride Up, quelles ont été les difficultés? Est-ce que trouver des partenaires aussi en France, c'est pas difficile? Alors, non. En tout cas, moi, sur notre métier, j'ai même en termes de coûts, à chaque fois, on a consulté sur certains éléments. On voulait faire du Made in France, mais il y a des éléments qu'on pensait payer trop cher dans le process de fabrication, où on a consulté à l'export quand même pour comparer les prix. Et il se trouve que moi, chez nous, j'allais dire aussi, comment on a tendance à penser que le prix en France est exagéré. Et en fait, quand j'ai consulté, je me suis rendu compte que si on prend le coût du transport et qu'on met le prix global total, en France, je parle d'éléments qui sont différents du textile. Le seul sujet sur lequel j'ai vu des écarts de prix considérables, c'était le textile. Parce qu'on a en gros des housses dans lesquelles on met les produits. En gros, c'est du packaging chez nous, donc c'est moins important. Mais là, j'ai vu des écarts importants sur le Made in France. Mais par contre, sur mes produits à moi qui sont des produits injectés en matériaux composites de très haute qualité, le marché français est assez bon. Voilà, mais c'est un peu exceptionnel. Isabelle, vous partagez? Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, moi, je vais rejoindre Yann. Nous, en fait, le mort, c'est un mort en polymère, donc il y a une injection qui va rejoindre, voilà. Et alors, j'ai les comparatifs, j'en ai pas fait 36 parce qu'on avait la vraie volonté de faire en France, mais on a eu des personnes qui nous ont proposé, qui nous ont démarché, et du coup, qui ont pu proposer. Mais je pense que c'est un faux calcul et souvent, en fait, on a tendance à voir le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on parle toujours d'une masse salariale qui serait très chère, et il est vrai, et heureusement, parce que du coup, ça permet aux gens aussi de pouvoir consommer en ayant des salaires en France. Donc c'est aussi nos clients, hein, ces gens qui produisent. Et je pense que c'est un peu je pense que il y a des préjugés. J'aimais bien, Clément, ce que tu disais, parce que il y a beaucoup de préjugés dans le Made in France, comme quoi ça serait très cher et qu'on aurait des marges qui seraient écrasées. Je crois qu'on est le contre-exemple et on fait tous du Made in France, c'est-à-dire que Clémence, tes pantalons, ils sont pas plus chers que ceux qui les produisent au Pakistan. Moi, les morts en polymère, si je compare, les morts en polymère qu'on peut retrouver sur le marché sont cités de noms et de marques. Je suis dans la moyenne. Et pourtant, je produis en France et eux, ils produisent ailleurs. Donc, soit ils ont une marge que vraiment qui m'échappe et tant mieux pour eux. Moi, la marge qu'on fait aujourd'hui, elle permet d'avoir une croissance qui est saine et qui est saine dans tous les sens, du début à la fin, et pas juste sur quelques portefeuilles au final, quoi. Et donc, je te rejoins, Yann. En fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'en France, il y a des techniques, des technologies, des matières. La matière avec laquelle on travaille les morts, c'est une matière qui est issue de l'innovation médicale. Je l'avais en France. Et je serais partie très loin pour avoir moins cher. Je ne l'aurais pas trouvé, cette matière. Alors, j'aimerais bien qu'on parle aussi des consommateurs. Vos consommateurs, ce sont les cavaliers, évidemment. Alors, avec Volt, il y a aussi des consommateurs hors cavaliers, mais là, on est au Salon du Cheval, on va parler des cavaliers. Quelles sont les attentes concrètement des cavaliers aujourd'hui sur la traçabilité des produits qu'ils achètent dans ce milieu équestre? Qui veut parler? Là, je crois j'ouvre la boîte de Pandore, mais... Moi, si je peux... Isabelle. Voilà. Nous, en fait, on a un produit qui est repérable parce qu'on représente le Made in France avec une rondelle. Et la première tête des clients, c'est pas dire « Waouh, chouette, du Made in France », c'est dire « Ah, mais c'est quoi ce truc bleu, une rondelle hexagonale, elle n'est pas ronde et marron ou noire ?» Eh ben non, parce qu'en fait, c'est une technologie innovante qui est différente, et donc on va marquer le Made in France et puis l'innovation. Et au début, la première journée d'études qu'on a fait avec des cavaliers pros, ils nous ont dit surtout revenez à quelque chose de classique, reprenez une rondelle noire, etc. Parce que le Made in France, en fait, c'est pas si sexy que ça. Même si globalement, si on essaye de faire un tour de table et que je dis qui est pour le Made in France, tout le monde lève la main. Si je vous donne 2 articles, un à 20 €, un à 100 €, vous choisissez celui qui est à 20 €. Voilà, la réalité, elle est là. Et je pense qu'il faut pas se mentir et on le fait tous. Voilà. Donc... Et tout ça, c'est dû à quoi? C'est quoi? Des préjugés? On parlait des préjugés tout à l'heure, manque d'information également?
J'ai quelque chose, ouais. Clémence. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément d'attente du Made in France. Enfin, si la vraie question, c'est qu'est-ce que les gens attendent du Made in France, je pense que déjà, le mot, il fait tellement peur. Ça veut dire je vais payer trop cher. et du coup, je crois que le problème, il vient vraiment de la base de l'éducation un peu... Enfin, je ne vais pas apprendre aux gens à acheter, mais je veux dire, il y a un souci qui est juste déjà visuel et juste quand tu entends le mot Made in France. Et je pense qu'il y a un vrai souci des gens face à une étiquette où il y a un prix. Et je crois que là, il y a effectivement... je vais prendre un exemple, si je peux me permettre de prendre un exemple. Parlons d'un pull à 120 euros, que par exemple, moi, je vends 120 euros. Dans la tête de quelqu'un, 120 euros, qu'on ait le budget ou qu'on ne l'ait pas, 120 euros, c'est 120 euros. Donc, c'est quand même une somme conséquente, c'est pas 20 euros. Et en fait, dans la tête des clients, pour 80-90%, aujourd'hui, 120 euros, c'est à payer en une fois. Ça va durer 6 mois et c'est une grosse somme et il faut la sortir tout de suite. Alors qu'en réalité, ils gagnent de l'argent en faisant ça. Alors, je m'explique. En achetant comme ils pourraient consommer habituellement sur des grands sites qu'on connaît tous, qui viennent de très loin, ils vont acheter 6 fois dans l'année ou 5 fois dans l'année des pulls à 20 ou 30 euros. Et en fait, si on fait le calcul, les pulls, ils durent vraiment pas longtemps. Alors qu'un pull, pas forcément fabriqué en France d'ailleurs, moi je le fais donc je le dis, mais un pull vraiment qui tient bien la route, qui a été bien conçu avec les bonnes matières, les bonnes personnes, les bonnes coutures. Moi ça fait que 5 ans que j'ai lancé ma société. En revanche, là j'ai des clients qui viennent me voir avec des pulls qui ont 5 ans. Les pulls vont très bien, ils coûtaient déjà 100 euros à l'époque. Si on divise 100 euros par 5, enfin je veux dire, l'investissement, c'est de l'investissement je crois d'acheter en France dans les gens. Les fabricants, enfin les couturiers, je sais pas comment on appelle les injecteurs, mais les personnes qui créent les produits. Et je crois qu'en fait, on investit dans notre pays, mais surtout dans le business qui est vraiment français. Je crois qu'il y a juste un problème de lecture d'étiquette qui est complètement un sujet tabou. Je crois que c'est hyper tabou. Non, moi je voulais juste dire que pour le marché français, le Made in France, quand même, c'est une grosse valeur ajoutée. À l'export, c'est beaucoup plus compliqué. Exporter du Made in France, c'est complexe. Et les sociétés françaises ont du mal à le faire, je pense, dans tous les secteurs. Dans le monde de l'équitation, le Made in France, les gens sont quand même très attachés à avoir du Made in France. Et donc là, on est au Salon de Paris. La plupart des clients sont français et ils sont sensibles au Made in France. Et ils sont quand même sensibles. Vous trouvez que les attentes, en tout cas, ils sont attentifs à la traçabilité des produits? Alors, je mettrais un petit bémol. Ah, mais c'est intéressant. Ouais, moi je mettrais un petit bémol parce que du coup, je trouve que le client, il va trouver que le Made in France, c'est un petit plus à la fin. Quand on dit, bah, ok, ce produit, il est fait Made in France. Ah oui, en plus. D'ailleurs, souvent, les gens, c'est comme ça qu'ils réagissent quand on leur présente le produit. Mais en fait, ce qui va déclencher leur achat, c'est pas qu'on soit fabriqué en France. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit bon dans ce qu'on fait, qu'on fasse des produits de qualité, qu'on fasse des produits efficaces. Et si, en plus, ils sont fabriqués en France, bah là, c'est super, en fait. Mais je crois pas que le Made in France soit vraiment le critère d'achat. Non. Vas-y, Isabelle. Oui, non, le critère d'achat pour nos produits, c'est l'innovation. C'est là-dessus qu'on se différencie et que ça soit, je pense, à tous les quatre. Donc, même si la technique, ça peut être différent, mais en tous les cas, acheter un amortisseur avec une technologie qui est nouvelle, et ben, s'il est fait en France, c'est un plus, mais l'achat, il va se passer parce que cet amortisseur, il est nouveau, qu'il a une technologie nouvelle. Ride Up de la même manière sur des étriers qui vont apporter une différence. Et en fait, des morts, il y en a. Regardez les murs des celliers, on ne sait même plus par où commencer, par où terminer. Mais au final, est-ce qu'il y a une technologie différente? Est-ce qu'il y a une nouveauté? Est-ce qu'on apporte un plus ou pas? Et en fait, c'est là où ça devient intéressant. C'est pas seulement de faire du Made in France. Le Made in France, il est parce que c'est des convictions de porteurs de projets, de volonté, des valeurs qui sont même personnelles et intimes. Et du coup, on en est convaincu. Mais en fait, là où notre produit il est intéressant, c'est s'il apporte quelque chose dans le confort du cheval, au cavalier, etc. Non, il y a un point aussi qui compte et qui sont les brevets. L'innovation, elle est souvent associée à un brevet. Si le brevet est français,
ça plaît beaucoup. Et en fait, les gens sont très sensibles au fait d'avoir du savoir-faire français breveté qui peut pas être copié et ça communique. Donc c'est pour aller dans le sens d'Isabelle sur l'innovation où en fait c'est vrai que si et les gens soutiennent ça et sont prêts effectivement, enfin sont prêts. C'est vrai que la transformation à l'achat elle est complexe, mais en tout cas ils sont fiers de ça et s'ils sont fiers en général c'est un vecteur d'achat, c'est pas le seul mais ça aide quoi. Bon, ce que je note globalement, c'est qu'il y a peut-être parfois un manque d'information, quelques préjugés qui subsistent quand même, notamment un, et on en parlait, on a commencé à l'évoquer, qui était le prix. Alors concrètement, on est là aussi pour en parler. Qu'est-ce qui justifie le prix et le fait qu'un produit made in France soit effectivement à l'achat en instant T plus cher que peut-être un autre produit Ou pas. Ouais. Mais Clairement, en fait, on n'est pas forcément plus cher. Nous, clairement, les amortisseurs, il y en a quelques-uns qui sont fabriqués en France, qui sont plus chers que le nôtre. Mais ceux qui sont fabriqués en dehors de France, il y en a aussi beaucoup qui sont plus chers que le nôtre. Donc finalement, on n'est pas forcément plus cher que ce qui se fait ailleurs. Donc on est vraiment dans ce préjugé qui dit ok, c'est made in France, ah bon, je regarde même pas le prix, en fait c'est pas pour moi. Alors qu'en réalité, finalement, on arrive à rester concurrentiel et compétitif par rapport aux autres. Merci. J'ai un bon exemple aussi pour illustrer un peu ce que tu viens de dire. Moi, j'ai un exemple avec mon pantalon d'équitation. Donc, c'est l'un des seuls produits techniques qu'on a et qui a été développé pendant 2 ans. Le sujet est déposé voilà, en France. Et en fait, on doit se justifier sur un prix alors qu'il est moins cher de quand même 150 € que fabriqué en France. Il est moins cher de 150 € que des pantalons d'une marque que je ne citerai pas qui sont fabriqués à l'autre bout du monde. En fait, on doit se justifier sur des sujets qu'il n'y a pas en fait à se justifier. Moi, quand on me demande, alors on va répondre à ta question, pourquoi ça coûte ce prix-là, mais pourquoi ça coûte cher? Non. Pourquoi ça coûte ce prix-là? Tout simplement parce que c'est des vrais humains derrière. C'est pas forcément des enfants à l'autre bout du monde, heureusement. Et en fait, il y a des vrais développements. Pour vous, il y a des brevets, il y a de l'innovation. Moi, c'est vraiment un autre monde, mais c'est vrai qu'on doit se justifier sur des choses où on n'a pas à justifier. Moi, quand les gens me demandent, si on me fait la remarque qu'il est cher, alors cher, c'est un peu un mot que j'ai du mal à entendre parce que quand on met bout à bout tout ce qui nous coûte, c'est pas le produit où on fait le plus de marge, d'ailleurs, pas évidemment. Mais par contre, que ce soit pas le budget de la personne, ça oui, totalement. Ça, on est tous d'accord, c'est un budget à 200 €. Mais je crois vraiment que devoir se justifier sur... encore une fois, c'est un manque d'information. Alors moi, je manque plus de le dire aux gens, de leur demander s'ils connaissent d'autres marques qui ont un tissu similaire et de leur dire, vous voyez, là, il est fait en France. C'est une vraie personne qui l'a fait. Une vraie personne. C'est quelqu'un avec ses mains en France qui l'a fait. Vous allez donner votre argent à cette personne et à moi aussi au passage, qui suis créatrice de cette marque en France également. Et ça va en plus vous coûter 150 € de moins. Et pour l'instant, j'ai créé la marque il y a 5 ans, donc il dure déjà 5 ans. C'est un investissement, encore une fois, qui est hyper bénéfique. en fait, j'ai l'impression quand même que l'enjeu, c'est le changement des habitudes de consommation et aussi peut-être essayer de prendre un peu plus de recul du fait et de voir un peu plus long terme. C'est ce que tu disais, Clémence. C'est qu'en fait, peut-être que des produits comme tu vends toi, diffèrent des habitudes de consommation actuelles des gens qui voient peut-être une durée de vie un peu plus courte. En fait, on va voir, et sur ce laps de temps qui est un peu plus long, en fait, on va faire évidemment ce travail de calcul, en fait, au final. Si on le garde 3 ou 4 ans, ça le divise le prix. Et en fait, au final, à l'achat, c'est comme ça que c'est moins cher. Je me permets de prendre le micro. Tu viens d'aborder un sujet qui est le fait que ça ne dure pas longtemps. Et en fait, aujourd'hui, je crois que dans la consommation actuelle, on ne consomme pas pour longtemps. C'est ce qui s'appelle la fast fashion, mais c'est valable pour beaucoup de choses. Si j'ai un amortisseur orange, mais que demain, en fait, je veux de la moumoute marron, je vais le changer. Alors qu'en fait, il avait un intérêt, cet amortisseur. Les étriers, il faut qu'ils soient assortis. Et en fait, tout ça, ça doit pas... je crois qu'on est vraiment dans un système de consommation aujourd'hui qui n'achète pas dans la durée et avec vraiment pour projet de garder les produits longtemps et aussi longtemps qu'ils le peuvent. Alors, les consommateurs sont en train de changer leurs habitudes aussi. Et puis, du coup, je pense que là-dessus, il faut... chacun a ses convictions, chacun a sa manière de consommer. Mais sur la question que tu avais initialement posée, je pense que ce qui est aussi... moi, ce que je trouve très embêtant, c'est... Oui, il y a les consommateurs, mais en fait, on est très acteur quand on est entrepreneur. On est responsable aussi. On est responsable de son consommation, mais on est responsable de sa production.
Et je pense qu'on a des comptes à rendre, en fait, quand on produit. On a des comptes à rendre parce qu'en final, je trouve qu'on juge beaucoup les consommateurs. Et des fois un peu trop. Et au final, on renverse jamais trop la question directement vers les producteurs. Parce que, en fait, si on produit, c'est pour que les gens puissent consommer. Et à produire en dehors de la France, eh ben, on appauvrit. En fait, je trouve que c'est une réflexion qui marche vraiment à court terme et qu'on réfléchit pas du tout sur le fait que, eh ben, produire, c'est aussi permettre aux capitaux à l'argent de circuler. Les gens qui sont en train de faire cette veste, qui sont en train de faire l'amortisseur, qui vont fabriquer nos morts. Nous, sur les morts, il y a 4 entreprises différentes. Il y a de la bouclerie, il y a de l'injection, il y a un fabricant de moules, il y a une personne qui va graver. Ben, ces gens-là, en fait, ils vivent autour de nous. Ils font de l'équitation ou pas. Ils achètent des vestes ou pas. Et du coup, je vois pas comment une économie peut perdurer si à un moment donné, on n'a pas ce recul-là et cette question-là et que quand on est entrepreneur, on a une responsabilité autant que le consommateur. Et on ne peut pas juger le consommateur si on ne juge pas l'entrepreneur. Donc voilà, la question, elle est pas si simple que ça. Tout le monde a ses enjeux, l'entrepreneur a ses enjeux, le consommateur a ses enjeux. Mais aujourd'hui, je pense que bouger les mentalités, bouger notre monde, faire face aux enjeux qui ne sont pas les enjeux de demain, mais bien d'aujourd'hui. Hein. Avant, on parlait toujours des enjeux pour faire face aux enjeux de demain. Je comprenais jamais ce qu'elle voulait dire, cette question. En fait, c'est aujourd'hui la responsabilité, nos actes, ils comptent maintenant, en fait. Et donc maintenant, en fait, on a une vraie responsabilité, nous, en tant qu'entrepreneurs. Yann, rapidement. C'est vachement dur d'enchaîner parce que c'est magnifique. On a envie de signer direct pour ce genre de discours. Non, ce que je voulais dire, c'est que pour rebondir sur ce que disait Clémence, enfin pour faire le lien entre les deux, c'est que en fait notre clientèle, c'est pas la clientèle fast fashion. Il y a 2 comportements. Le monde se scinde à fond et il y a une clientèle effectivement qui va consommer à fond du pas cher. C'est pas nos clients ici. Nous, nos clients, il faut attention à ce qu'ils achètent. Du coup, ils sont beaucoup plus compliqués à convaincre. Il faut des années. Moi, je voyais des clients qui se sont intéressés à nos produits au début de la marque et qui aujourd'hui disent ça y est, j'ai décidé d'acheter. Le début de la marque, c'était il y a 7 ans, donc ils ont eu le temps de réfléchir. Et il y en a beaucoup des gens comme ça qui font des achats qui ne sont pas des achats compulsifs et qui ne sont pas les achats fast fashion, qui sont des achats réfléchis. Et c'est nos clients. Voilà. Et justement, pour les autres, et ce sera ma dernière question, comment on peut aider aujourd'hui les gens à acheter Made in France concrètement? Parce qu'il y a beaucoup de stratégies marketing parfois, hein, on en le dit beaucoup. Comment on peut s'assurer aujourd'hui qu'un produit est bien Made in France, fabriqué en France? Comment on peut aider les consommateurs dans ce choix-là? Alors, je pense qu'on n'aura pas les mêmes réponses entre le textile, qui est une filière très complexe, et voilà, et entre... je crois que pour le coup, alors je vais rebalancer un peu, mais je pense qu'il y a une vraie responsabilité marketing et de communication, parce qu'il y a beaucoup de fausses communications. Je pense que Clémence, tu seras sur le textile plus armée pour répondre. Moi, je le suis pas assez. Mais oui, c'est un peu pénible ce bleu, blanc, rouge qu'on étiquette n'importe où. Quand on sait la réalité de l'envers du décor, des fois ça met un peu en colère. On se dit bon là, voilà, il y a des marques, je pense, qui nous traversent tous là, où on se dit faut pas abuser. En fait, c'est pas juste une petite fioriture, voilà. Ouais, je suis assez d'accord. Mais après, c'est difficile pour les gens de faire la part des choses. Enfin, c'est normal que le consommateur il soit un peu perdu dans tout ça. À nous aussi de leur montrer, de leur montrer les coulisses un petit peu de ce qu'on fait, de leur montrer les gens avec qui on travaille, les gens qui fabriquent. Et à nous de leur expliquer sur des salons comme aujourd'hui, de leur dire qui travaille avec nous, comment on travaille, où sont les ateliers, et pour qu'ils comprennent réellement ce qui se passe dans nos entreprises en fait. Clémence, tu voulais rebondir sur la question? Oui, effectivement, dans le textile, c'est un sport national, l'étiquette bleu, blanc, rouge quand c'est fait à l'autre bout du monde. Donc encore une fois, moi je suis vraiment la seule à fabriquer du textile en France. Et pour autant, on connaît tous une dizaine de marques qui sont fabricants français. Alors, je vous apprends qu'ils ne le sont pas, mais c'est pas grave, ils font des beaux produits. Je pense que cette étiquette, déjà,
ce serait chouette, mais il y a une démarche qui est faite pour qu'elle soit, qu'on puisse La labelliser, en tout cas, exactement. la- Que ça devienne une étiquette qui se mérite. Et en fait, je pense que nos clients, ils ont besoin de transparence. Et ça passe par nous, comme pour le système de consommation tout à l'heure. Ça passe par nous. Il faut être très transparent, pas hésiter à prendre la caméra, leur expliquer que c'est Julie qui fabrique ton pantalon et qu'il est fait là-bas, à Chambéry. Et c'est hyper important, la transparence. Après, moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui s'embête sur trop de sujets, mais ce qui est quand même un peu frustrant, c'est que d'avoir choisi le Made in France, c'est pas la facilité. On peut tous le dire. Je crois que c'est pas la facilité, c'est pas ce qui permet d'être rentable le plus rapidement possible. C'est vraiment une démarche qui est longue, qui coûte vraiment beaucoup, et c'est des sacrifices. Et donc, ce qui est un peu étonnant, ce qui est gênant, voilà, c'est un peu le mensonge sur l'étiquette. Et dans le textile, vraiment, c'est vraiment un sport national. On est très doué pour ça. Et du coup, c'est assez frustrant de voir plein de gens, voilà, qui prônent. Ah, je viens d'acheter déjà un tapis français. Ah bon, bah, je veux bien savoir qui c'est. Ah bah non, il y a écrit Chine dedans. Voilà, les mensonges, faites-le bien si vous le faites, mais c'est vraiment dommage. Et un seul conseil aux clients, vraiment de regarder déjà à l'intérieur des produits, où est-ce que c'est fabriqué. C'est la première chose. C'est rare quand même de trouver des fausses étiquettes, ça arrive, mais la première chose, si vous voulez savoir, c'est vraiment de regarder dans le vêtement. Retournez-le, prenez 2 secondes, et après, bah, vous posez une question. Déjà, très rapidement, on sait un peu où on met les pieds. Et je pense qu'après, voilà, se renseigner auprès des marques. Et c'est très important qu'on soit là pour montrer, expliquer, parler aux gens. Et on est à même de répondre. Et justement, je fais le lien, désolé, mais il faut qu'on avance. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous, les marques Made in France? Vous êtes présentes toutes les 4, les marques, sur le salon. Hybride, où est-ce que vous êtes? Dans le hall 6, il me semble. Là, Au cœur pas du très hall loin 6. de Ride Up. On est très mauvaise là. C'est 17. Non, mais en tous les cas, on est là. Et puis, on a une e-boutique. Voilà, on peut nous retrouver sur notre site Hybrid Horse aussi. Donc, Vous voilà. faites beaucoup de contenu aussi. Oui, aussi. Et puis, chez des revendeurs qui sont un peu de partout en France. Ride Up. C'est 26, moi j'ai le numéro. Au fond là-bas. C'est 26 et bah Ride Up sur Google tout simplement. Les étriers Ride Up. L'amortisseur orange, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur le salon? Alors nous, on est en F5 sur le salon et puis bien sûr sur le site internet et chez tous nos partenaires Saddle Fitter. Et Volt, pas dans le même hall. Alors moi, je suis pas dans le même hall. numéro 4. Je vous l'apprends, il y a un deuxième Vous ne pouvez hall. pas le louper parce que quand vous prenez Eh les oui. escalators pour descendre au hall 4, t'es le C'est ça. premier stand. Donc arrivé à CWD tout au fond du salon, il y a des portes battantes, il faut les pousser, il y a un escalator qui refonctionne. Et on est le stand juste en bas. Voilà. Mais il faut le savoir, on était là l'année dernière, maintenant on est descendu et on est donc S9, mais vraiment on peut pas se rater. Hein. C'est en bas de l'escalator. Eh ben merci à vous 4. Merci beaucoup pour cet échange sur le Made in Merci, France Romain. dans le milieu de l'équitation. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous laisse avec Kamel Boudra sur le rôle de la direction technique nationale. À tout de suite.